Bienvenue dans le Trésor de RTI 1. Bonjour à tous. Tout d'abord, les faits marquants de l'actualité nationale et internationale. Célébration aujourd'hui de la Journée internationale des droits de la femme en Côte d'Ivoire. La cérémonie officielle se tient dans la commune de Koumassi en présence de la première dame Dominique Ouattara. Thème national retenu, l'égalité de chance pour un avenir durable. Des immeubles qui s'effondrent, des morts, beaucoup de constructions anarchiques en Côte d'Ivoire. En voilà assez, c'en est trop. Le Premier ministre Patrick Hachi a reçu aujourd'hui les maires du district d'Abidjan. Le chef du gouvernement annonce des mesures fermes pour mettre fin à ce fléau. Enfin, Houston, dans la région sud des États-Unis, accueille actuellement la 40e conférence mondiale du secteur de l'énergie. En cette journée internationale de la femme, je rends hommage à toutes nos mères, nos sœurs et nos filles qui œuvrent au développement de notre beau pays. Ces mots affectueux sont du président de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara nous souhaite ainsi une excellente journée internationale des droits de la femme. 8 mars 2022, c'est donc aujourd'hui la journée internationale des droits de la femme. Objectif, mettre en avant la lutte pour les droits de la femme et aussi réduire les inégalités par rapport aux hommes. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle se tient dans la commune de Koumassi en présence de la première dame Dominique Ouattara. Thème national retenu, l'égalité de chance pour un avenir durable. Les droits de la femme célébrés aujourd'hui dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle se déroule dans la commune de Koumassi en présence de la première dame Dominique Ouattara. Dans son message, le gouvernement invite les populations à militer pour plus d'égalité. Les précisions de Eugène Atoubé. La journée internationale de la femme est célébrée en Côte d'Ivoire sous le thème « L'égalité de chance pour un avenir durable en Côte d'Ivoire ». Il exprime l'engagement du gouvernement à intégrer la dimension genre dans les politiques et programmes concernant le développement durable. Selon les Nations Unies, sans l'égalité des sexes aujourd'hui, un avenir durable et égal reste hors de portée. Une étude menée par ONU Femmes en donne l'illustration. Sur 1,3 milliard de personnes vivant dans la pauvreté, 70% sont des femmes. Les femmes représentent environ 80% de la main-d'œuvre agricole mondiale, mais elles ne sont propriétaires de seulement 10% de ces terres cultivées. 80% de personnes déplacées à la suite de catastrophes ou changements liés au climat sont des femmes. Le thème national de l'édition 2022 de la Journée internationale de la femme est calqué sur celui proposé par les Nations Unies, l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Les Nations Unies suscitent la réflexion et attirent l'attention de la communauté à militer en faveur de plus d'égalité entre les genres pour un avenir durable. D'autant que dans un contexte de dérèglement climatique qui touche le monde entier, les femmes s'en trouvent fortement affectées. L'égalité des sexes dans notre pays est une nécessité, car 48,4% de la population ivoirienne est féminine et sa participation active garantira un avenir durable à notre pays. Si l'égalité des sexes reste le combat majeur des femmes à leur honneur, de nombreux acquis dont elles peuvent être fières. Le gouvernement ivoirien ne cesse de montrer son engagement à renforcer les capacités des femmes à travers leur éducation, leur formation au leadership féminin et le financement de leurs entreprises. En Côte d'Ivoire, quels sont les acquis en matière des droits de la femme? Cette question a été débattue lors d'un déjeuner-débat en prélude à la Journée internationale des droits de la femme 2022, une initiative de l'organisation non gouvernementale Le Marathon des femmes de Côte d'Ivoire. Les détails dans ce reportage de Walter Amadou. Elles sont pour la plupart des chefs d'entreprise, des présidentes d'ONG et des servantes de Dieu. Autour d'un déjeuner, moment choisi pour ces femmes de porter des réflexions et de débattre de la question du leadership féminin.
une initiative du Marathon des femmes du Côte d'Ivoire. Au sortir de là, nous voulons savoir ce que c'est que le leadership féminin. Parce qu'en Afrique, c'est difficile. Le leadership féminin est très mal vu, est très mal compris d'ailleurs, et il cause même des problèmes dans les foyers, dans les relations de tous les jours et même dans les entreprises. Donc c'est pour ça que nous avons voulu nous retrouver. Nous avons créé ce système qu'on nous avons appelé Entre elles pour que nous puissions nous parler. Les femmes aujourd'hui peuvent être à des postes de responsabilité, mais les principales difficultés qu'elles ont, c'est que les gens s'interrogent sur leur capacité à diriger parce qu'elles sont des femmes. Et ce constat, il est encore présent. Donc nous souhaiterons que les hommes, ainsi que certaines femmes, qui sont aussi réticentes à ces questions-là, que vraiment les mentalités évoluent dans ces domaines-là. Ce rendez-vous entre femmes est une lucane pour évaluer les acquis de leurs droits. Le bilan, il est quand même positif parce que nous venons de loin. Aujourd'hui, vous avez les femmes qui travaillent, n'est-ce pas, qui sont représentées dans pratiquement tous les secteurs d'activité. Il y a toujours des défis à relever parce que, quelque part, vous avez encore des femmes qui souffrent. La Côte d'Ivoire est un des rares pays où les droits de l'homme sont abondamment proclamés. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a ratifié l'essentiel des instruments qui protègent les droits de toutes les couches, femmes, hommes, enfants. Les panélistes et participantes ont dénoncé les violences basées sur le genre dont les femmes sont victimes. Elles appellent donc à l'implication des pouvoirs publics. Créé en 2021, le Marathon des femmes du Côte d'Ivoire œuvre à promouvoir le talent des femmes dans divers secteurs. L'organisation sensibilise également les femmes sur la pratique du sport. Journée internationale des droits de la femme 2022 en Côte d'Ivoire. Une conférence de presse animée il y a quelques jours par le réseau des femmes journalistes et professionnelles de la communication. C'était à la Maison de la Presse dans la commune du Plateau. Objectif, présenter la première édition de la Journée nationale de la femme des médias et dans les médias. Cet événement va se dérouler les 30 et 31 mars prochains à l'Institut des sciences et techniques de la communication dans la commune de Cocody. Les détails, Sephora Zigui. Les femmes comptent à peine pour 20% des 959 professionnels référencés par la commission paritaire d'attribution de la carte de journaliste professionnel et de la communication CIJP en 2022. Pour relever le niveau de représentativité des femmes dans l'espace médiatique, un cadre d'échange et de réflexion est initié. Une journée nationale des femmes des médias et dans les médias JNFM. Nous, les femmes dans les médias, nous sommes, je dirais, beaucoup marginalisés. Voilà, nous ne sommes pas toujours écoutés, nous sommes vus d'un œil de minorité. Donc pour moi, cette journée est la bienvenue. Aujourd'hui, on parle de la femme au second plan. Alors cette opportunité que l'Association des femmes journalistes nous donne, c'est de nous affirmer. À travers ces journées, les femmes des médias et dont les médias veulent repenser les pratiques journalistiques afin de combattre les stéréotypes liés au genre. Le constat est permanent, c'est l'absence des femmes dans les contenus médiatiques ou alors leur très peu possibilité d'être visibles dans les médias. Et donc c'est créer un espace de rencontre, mais de réflexion pour faire en sorte qu'on ait une forme de pérennisation dans cette problématique, dans sa gestion. Parce qu'on a eu des ateliers, il y a des formations, il y a des rencontres. Il y en a depuis toujours, mais on n'a pas le temps de vraiment impacter. Et cette journée est pour nous un moment de rencontre annuelle qui va nous permettre de faire le point, l'état des lieux et de réorienter nos réflexions quant aux questions de genre dans les contenus médiatiques. Au centre de cette première édition de la JNFM, une pléthore d'activités, une conférence inaugurale, une exposition photo en hommage aux pionnières de la photographie et 8 panels présidés par des femmes en position de leadership dans les médias et la communication. Le clou de cette journée, la mise en place d'un observatoire du genre et de médias afin de veiller à l'application des résolutions de la Journée nationale des femmes des médias et dans les médias. Un tout autre sujet, à présent, 36 victimes, dont 6 morts dans l'affaissement il y a quelques jours d'un immeuble de 4 étages à Angré dans la commune de Cocody. Le Premier ministre Patrick Hachi a reçu aujourd'hui les maires du district d'Abidjan. Les échanges ont porté bien sûr sur les effondrements de construction récemment dans les communes de Trècheville et de Cocody. Le chef du gouvernement ivoirien annonce des mesures fermes et entend renforcer les actions de sensibilisation, de contrôle et de répression.
24 heures après sa visite sur le site de l'immeuble effondré à Angré, le Premier ministre reçoit ce mardi à la primature les maires. Avec 2 immeubles effondrés en moins d'une semaine à Abidjan et d'importantes pertes en vies humaines, le gouvernement veut renforcer son action. Ce mardi, bien avant le Conseil, Patrick Achi ébauche sa vision. Plus de sensibilisation, de contrôle et au-delà. Et au-delà, je dirais, de cela, c'est surtout les sanctions qu'il faille prendre ou les moyens à mettre en œuvre pour pouvoir être encore beaucoup plus efficace et prévenir la survenance de tels événements. Si le nombre de contrôles des constructions est passé de 2000 à près de 10 000 pour l'année 2021, avec un pic pour les démolitions, d'autres mécanismes appuyés sur la décentralisation doivent être activés. Il nous faut renforcer sans doute la collaboration avec les acteurs locaux, donc les maires, pour que définitivement on opérationnalise ce qui est déjà prévu en réalité dans nos textes par un décret, qu'on opérationnalise ce qui s'appelle la plateforme collaborative de contrôle de construction. Les maires se disent engagés aux côtés de l'État. Prenant nos responsabilités de gestionnaire de cité, nous avons voulu être aujourd'hui une force de proposition au gouvernement. Expliquer notre disponibilité à participer à une plateforme qui va être mise en œuvre et réactivée dès la semaine prochaine, où nous allons prendre toute notre place dans la sensibilisation, dans la communication auprès de nos concitoyens, pour faire reculer l'incivisme et les incivilités. Nous allons prendre notre place dans le contrôle. Nous allons prendre nos places surtout dans la répression si nécessaire pour préserver des vies. Une action coordonnée avec plus de sensibilisation, plus de contrôle, mais surtout plus de répression pour éviter de nouveaux drames. Des précisions de Alexis Ouedraogo. Le gouvernement ivoirien, aux côtés des familles des victimes de l'effondrement de l'immeuble de 4 étages à Angré, dans la commune de Cocody. Le Premier ministre Patrick Achi a assuré les victimes du soutien de l'État, notamment par la prise en charge médicale des blessés. Le chef du gouvernement a également précisé que les autorités judiciaires ont été saisies et les enquêtes ouvertes. Ce lundi, dans les gravats de l'immeuble effondré d'Angré 7e tranche, Patrick Achi essaie d'apporter soutien et réconfort aux victimes. On aura vraiment un bilan définitif lorsqu'on aura fait tout le déblai de tous les chantiers. Nous avons été donc instruits par son Excellence le Président de la République de venir sur les lieux pour nous enquérir des causes profondes à la base de ce drame. On prend en charge déjà les populations qui ont pu en sortir en vie, au niveau médical, mais également pour ceux qui n'ont plus de lieu où se loger. Les services du ministère de la Solidarité sont en train de faire le nécessaire. Et donc nos premiers mots, bien sûr, vont à l'endroit des populations. Le gouvernement se dit engagé à faire la lumière sur les causes du drame. Le procureur de la République a été saisi, les enquêtes ont démarré, le propriétaire a été identifié. Les investigations vont continuer dès que les pompiers auront terminé de faire les fouilles. Et donc déjà la justice elle-même va se mettre en branle pour que les sanctions judiciaires qui doivent donc s'appliquer puissent se poursuivre. Mais au-delà de ça, ce sont les maîtres d'ouvrage, ce sont les entreprises, ce sont les bureaux de contrôle, ce sont les administrations en charge de mettre en œuvre la réglementation qui vont être directement interpellés, pour lesquels des mesures également administratives vont être prises. Les enquêtes sont ouvertes. On faisait le point avec Alexis Ouedraogo. L'hôpital général de Yopougon-Atié, dans le district d'Abidjan, désormais réhabilité et son plateau technique entièrement rénové. Sa capacité d'accueil passe ainsi de 57 à 123 lits. L'hôpital général de Yopougon-Atié a donc été inauguré hier par le Premier ministre Patrick Achi lors d'une cérémonie. Les travaux de rénovation de cet établissement sanitaire sont estimés à plus de 20 milliards de francs CFA. Alexis Ouedraogo. Voici le nouvel hôpital général de Yopougon-Atié. Anciennement PMI, l'infrastructure sanitaire a été réhabilitée dans son architecture, ses fonctions et son plateau technique, aujourd'hui à la pointe de la technologie. Nous sommes ravis de pouvoir enfin travailler
dans d'excellentes conditions. Mes collaborateurs et moi ont hâte d'accueillir la population qui va venir, surtout que maintenant, toutes les spécialités de la pédiatrie sont présentes. Un examen osseux, c'est en position couchée. Lorsqu'il y a un cas qui arrive, on a besoin de savoir urgemment qu'est-ce qui se passe dans le corps du patient. Donc c'est le premier examen qu'on fait en général. Ce lundi, le Premier ministre Patrick Achi a procédé à l'inauguration de la phase 1 de l'ouvrage, au grand bonheur des populations. En janvier 2018, le gouvernement a procédé au lancement officiel de la réhabilitation de 8 établissements sanitaires sur tout le territoire national. Tout Yopougon salue aujourd'hui la concrétisation de ce projet qui annonce une ère nouvelle d'accès aux soins de santé et au bien-être. Avec cette réouverture, le gouvernement affiche sa volonté de rapprocher au plus près les populations des infrastructures de santé. L'hôpital général de Yopougon-Atié, d'un coût de 22 milliards, offre désormais une capacité d'accueil de plus de 123 lits, contre 53 initialement, et offre aux professionnels un meilleur cadre de travail, conforme aux normes internationales. C'est donc un hôpital complet, moderne, avec un plateau technique adéquat et offrant toutes les commodités que le gouvernement met à la disposition des populations de la commune de Yopougon. Cet hôpital entre en fonctionnement dès aujourd'hui avec les consultations prénatales, les consultations et les mises en observation en médecine et en pédiatrie, le laboratoire et l'imagerie. Il va évoluer pour atteindre sa vitesse de croisière dans 2 semaines, avec la mise en fonctionnement des blocs opératoires, des accouchements, des hospitalisations et de la réanimation. Mieux, avec la mise en œuvre de la réforme hospitalière, des comités d'orientation et de contrôle verront le jour sur toute l'étendue du territoire. Objectif, veiller au respect des différentes directives sanitaires, tant dans le public que le privé. Aux populations de Yopougon, qui voient cet hôpital général enfin réouvrir, et les travaux en cours au CHU bientôt aboutir, je veux dire une seule chose. Vous avez raison. Raison de croire au rassemblement qui permet le développement, à la paix qui permet la prospérité et à la solidarité nationale. Vous avez raison de faire confiance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à l'ensemble de son gouvernement. Nous agissons, nous bâtissons, nous avançons pour que les lieux qui prendront soin de nos concitoyens, tel l'hôpital général de Yopougon, puissent exister partout en Côte d'Ivoire. Nous le disons, nous le faisons. Et nous allons demain le faire toujours plus vite, toujours mieux. Toujours le mot pour le personnel soignant. Patrick Achi en appelle à leur professionnalisme. Lorsqu'on inaugure un nouvel hôpital, comme j'ai eu le plaisir de le faire à plusieurs reprises ces derniers mois, on parle souvent des installations, du nombre de lits, des équipements techniques, mais on ne peut oublier qu'il ne serait rien sans les femmes et les hommes qui vont lui permettre de jouer pleinement son rôle. Je veux aussi leur rappeler l'exigence humaine qu'ils portent sur leurs épaules, celle de l'effort et du professionnalisme, celle du respect dû aux âmes et aux corps affaiblis, celle de l'attention humble, délicate, prodiguée aux patients. Et dans sa volonté d'améliorer la prise en charge sanitaire des populations, le gouvernement va renforcer les mécanismes de contrôle, notamment sur le point de la gratuité ciblée, renforcer les ressources humaines de santé et veiller à la bonne application des politiques d'entretien et de maintenance des infrastructures sanitaires. Rappelons que la vaccination et les gestes barrières nous sécurisent et nous protègent contre le coronavirus. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire. 3 nouveaux cas ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. À noter actuellement en Côte d'Ivoire, 81 559 cas confirmés de coronavirus, 80 455 personnes guéries, 795 décès et 300 cas actifs. Direction à présent la région ouest du pays où les populations du Tonki sont désormais soulagées en eau potable. En effet, depuis le 3 mars dernier, 6 000 ménages
sont connectés au réseau national d'eau potable. Les travaux de mise en place de ces infrastructures hydrauliques sont estimés à environ 600 millions de francs CFA. Les précisions de Léon Brou de RTI Boaké. Comme chez ses enfants, joie chez les adultes et notamment chez les femmes de Boguiné, département de Man. C'est que l'eau potable vient mettre fin aux décès et maladies diarrhéiques causées par les eaux de surface et tourner la page des corvées d'eau. Il fallait aller au champ, revenir, aller puiser, faire le rang avant d'avoir de l'eau. C'était difficile. Aujourd'hui, j'ai de l'eau courante. Vraiment, je suis heureuse. Nous sommes satisfaits. Le peuple voulait remercier le président Alassane Ouattara pour le château d'eau. Cette reconnaissance au chef de l'État, à la fois celle de Boguiné, Gongouiné 1, Gongouiné 2 et Gongouiné 3. Pour ces 4 villages, le besoin journalier des 6 000 ménages estimé à 78 mètres cubes d'eau, désormais couverts, et 250 mètres cubes additionnels garantissent, jusqu'en 2037, l'accès à l'eau potable dans cette zone rurale. Elle est équipée de 32 km de canalisation, un système d'interconnexion au même château d'eau. Le château d'eau multi-village, c'est construire un château d'eau et à partir de ce château d'eau, avec une bonne nappe, nous servons de l'eau à plusieurs villages. Et ici, avec un château d'eau, nous servons de l'eau potable à 4 villages. Donc nous faisons des économies d'échelle, ce qui nous permet d'aller en avant dans l'accès à l'eau potable pour les populations. Et de rappeler que l'eau est source de vie, le ministre de l'Hydraulique indique qu'elle est la base du développement et engage le district autonome des montagnes à la cohésion et à la paix pour capter d'autres projets. Un appel bien perçu par le ministre gouverneur. C'est de faire en sorte que ces installations-là, la population s'en approprie, que la capacité de la population soit renforcée avec la formation pour que les comités de gestion puissent veiller sur ces installations. Coût de l'alimentation en eau potable de Boguiné et localités environnantes, 577 millions de francs CFA financés par l'État qui offre ici encore le raccordement social à raison de 10 000 francs contre 165 000 francs CFA. Troisième titre de ce journal, Houston, dans la région sud des États-Unis, accueille actuellement la 40e conférence mondiale du secteur de l'énergie. Thème retenu, la transition énergétique. La Côte d'Ivoire est représentée par son ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara. Les explications de Adama Koné. Houston, à près de 10 000 km d'Abidjan, dans le Texas, au sud des États-Unis. Les managers, experts et dirigeants les plus influents de l'industrie pétrolière et gazière sont en conclave depuis ce 7 mars 2022. Ils explorent la formule d'une exploitation pétrolière à forte réduction de gaz à effet de serre. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous mondial. La question donc qui est au centre aujourd'hui, c'est la réduction des émissions de méthane. On sait que dans nos activités pétrolières, lorsque on est sur une plateforme, si on prend le cas de l'amont pétrolier, lorsqu'on est sur une plateforme et qu'on produit le pétrole brut avec du gaz associé, dans les installations, il y a des fuites de gaz. Donc ces fuites de gaz constituent des émissions de carbone qui, évidemment, viennent polluer la nature et viennent mettre du gaz à effet de serre dans l'environnement. Et c'est le combat donc contre ces émissions de gaz à effet de serre qui est toujours en cours. Tout ça pour limiter les changements climatiques. Aussitôt la cérémonie d'ouverture achevée, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie reçoit un groupement d'opérateurs. Il est 19h heure locale, soit 1h GMT. Les membres de l'OGCI, on a 12 compagnies membres aujourd'hui, y compris des compagnies nationales. En 4 ans, elles ont réussi à réduire de 30% leurs émissions de méthane grâce à des actions un peu volontaristes comme celle-ci. Là, notre objectif, comme Monsieur le ministre l'a rappelé, c'est d'étendre ces objectifs-là à d'autres compagnies qui sont non membres de l'OGCI. La solution, donc, c'est faire en sorte que toutes les grandes sociétés pétrolières qui opèrent dans le domaine signent un engagement
par lequel donc toutes ces sociétés s'engagent à réduire considérablement, sinon annuler, ces émissions de méthane qui viennent aggraver la situation de carbone sur la planète. La conférence mondiale sur l'énergie, appelée CERAWeek, est à sa 40e édition après celle annulée de 2020 pour cause du coronavirus et celle de 2021, tenue par visioconférence. Dans l'actualité également, le 58e Salon de l'agriculture de Paris en France. Le stand de la Côte d'Ivoire a été pris d'assaut par les jeunes enfants et les étudiants. La raison, la Côte d'Ivoire a présenté les produits représentatifs de son potentiel agricole, notamment le cacao. Le Conseil du café cacao a justement consacré récemment une journée dédiée au cacao. Les détails, Jean-Louis Gbangbo. À cette 58e édition du Salon de l'agriculture de Paris, il était impossible de visiter le pavillon 5, réservé aux cultures et saveurs du monde, sans être attiré par le doux parfum du chocolat ivoirien. Mais c'est surtout à la journée du Conseil Café-Cacao que le cacao, le produit phare, s'est entièrement laissé découvrir par le public du salon. D'abord, à travers une conférence destinée aux étudiants expatriés et consacrée aux opportunités de leur insertion professionnelle. Étant donné qu'aujourd'hui le cacao ivoirien est confronté à des problèmes sur le plan international, notamment ce qui touche le prix des produits au plan international et aussi des problèmes touchant les réglementations sur la déforestation importée, nous avons été heureux de savoir que nous pouvons apporter notre expertise en politique agricole, en droit international du commerce à notre pays. Ce même jour, une dizaine d'enfants sélectionnés par l'ambassade de Côte d'Ivoire en France ont pu vivre un moyen d'apprentissage et de familiarisation au métier du chocolat à travers la classe cacao. J'ai découvert comment on fait le chocolat. Je sais maintenant comment on fait le cacao, le chocolat. Et je l'ai découvert grâce au salon de l'agriculture. Plusieurs témoignages partagent l'expérience dans le cadre de la transformation du cacao, mais également du café, consacré à l'organe de régulation. Le Conseil du café cacao est au service des producteurs, au service de la filière café cacao. Et quand nous pouvons aider, nous devons aider en fait. Donc nous sommes très heureux d'avoir pu les faire émerger et que la Côte d'Ivoire soit reconnue, que le cacao de Côte d'Ivoire soit reconnu comme le meilleur du monde. Étaient également à l'honneur les responsables de coopératives de la filière qui ont fait le déplacement pour défendre le café et le cacao ivoirien, tout comme le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, qui a clôturé la journée. Une journée qui s'est achevée dans une ambiance festive. Retour en Côte d'Ivoire avec la cérémonie officielle du lancement du Forum économique annuel de la Confédération générale des entreprises, la CGC Académie 2022. Cette cérémonie s'est déroulée récemment à la Maison de l'entreprise dans la commune du Plateau. 10e édition axée sur les partenariats pour valoriser le potentiel des entreprises en Afrique. 2000 chefs d'entreprise et jeunes entrepreneurs sont entendus pour la 10e édition de la CGC Academy, prévue les 27 et 28 octobre prochains à Abidjan. Cette année, il s'agit d'aider les jeunes entrepreneurs et chefs d'entreprise à explorer d'autres horizons et à échanger avec les acteurs du monde entier. Pour Jean-Marie Aka, président du patronat ivoirien, cet événement s'est imposé au fil des années comme un outil stratégique pour faire entendre la voix du secteur privé. Celle-ci intervient malgré les défis multiples que nous venons de citer, dans un contexte néanmoins de perspectives favorables pour l'économie ivoirienne. Les challenges à relever exigent des entreprises qu'elles soient solidaires et développent des alliances multiples. Le moment est donc venu pour le secteur privé ivoirien d'explorer de nouveaux horizons, de conquérir de nouveaux marchés d'exportation et de diversifier ses importations en Afrique et dans le reste du monde. Placé sous le thème « Crise et résilience des entreprises en Afrique », l'édition précédente de la CGC Academy, dénommée « Édition de la résilience », a enregistré environ 3000 participants. Voilà, on faisait le point avec Espérance Diakalé et Jean-Jacques Kwame Alain.
Région du Gontougo, dans le nord-est du pays, des équipements ont été offerts récemment aux différents comités villageois dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse. C'est un don du conseil régional. Cette région, on le sait, est en proie aux sinistres qui causent d'énormes dégâts matériels. Le point avec Herman Niamia. L'année dernière, les feux de brousse ont causé la destruction de cultures pérennes et vivrières de plus de 65 hectares dans le seul département de Bondoukou. Cette année, le conseil régional du Gontougo a décidé de s'impliquer dans la lutte contre ce fléau qui accentue la pauvreté des populations rurales. C'est ce qui justifie ce don composé de 6 citernes, de 17 brouettes, de 80 machettes, de 40 arrosoirs, de 39 limes et de 40 paires de bottes, le tout d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA au comité villageois de lutte contre les feux de brousse installés dans toute la région afin de les rendre plus opérationnels. Les feux de brousse constituent de véritables menaces en ce qu'ils provoquent la destruction des ressources naturelles, de biens naturels et financiers des populations, aggravant ainsi la pauvreté. Nous sommes disposés à travailler pour le bien-être des populations qui nous font confiance. Le directeur régional des eaux et forêts salue cette initiative du conseil régional qui, selon lui, va accroître l'action des comités villageois de lutte contre les feux de brousse. Oui, nous sommes très heureux de l'appui que vous nous apportiez dans la réussite de nos missions, avec ce don en matériel à nos différents comités qui pourront être actifs sur le terrain dans la prévention, dans la lutte contre les feux de brousse. L'autre volet de cette double cérémonie est le soutien aux élèves filles vulnérables de la région du Gontougo. Dans le cadre du projet Suède Éducation, cofinancé par la Banque mondiale et l'État ivoirien, le conseil régional du Gontougo a offert des vivres aux élèves filles vulnérables de 12 établissements secondaires de la région et la somme de 25 000 francs CFA à chacune des 57 mentors des élèves. Il s'agit de 60 sacs de riz, 12 cartons de tomates, 12 cartons de spaghettis, 6 cartons d'huile et 12 sacs d'oignons. Face aux conditions de vie souvent difficiles, certaines n'arrivent pas à se prendre en charge. Elles se livrent parfois aux garçons pour subvenir à leurs besoins. Ces pratiques débouchent très souvent sur des maladies et des grossesses non désirées. Le coordonnateur du projet Suède Éducation a procédé au cours de cette cérémonie à l'installation d'un bureau Suède Éducation pour la région du Gontougo. Ces initiatives visent à maintenir les jeunes filles à l'école et surtout de leur éviter les grossesses non désirées. Des images pour terminer. L'Union européenne a lancé hier la procédure pour l'examen des demandes d'adhésion de l'Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie. Ces 3 pays ont déposé leur demande d'adhésion à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine. Voilà, merci de nous avoir suivis et surtout, excellente journée internationale de leurs droits à toutes les femmes.